Bonjour à tous, donc Benjamin Luciani, moi je suis au ministère de la Santé à la direction du programme Ségur numérique. Juste un mot en introduction, hein. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire cette session pour diffuser le plus largement possible des informations concernant le Ségur du numérique et mon espace santé pour les médecins de ville. Et donc en plus de la possibilité pour tout un chacun de s'inscrire via le site de l'ANS, on a souhaité inviter directement un certain nombre de relais d'informations. Je pense aux URPS, aux conseils départementaux de l'ordre. Donc, ce que je vous propose, c'est que évidemment cette présentation sera diffusée à l'issue, et on compte sur vous tous pour nous aider aussi à diffuser cette information, parce qu'on sait qu'elle concerne des dizaines de milliers de médecins et que c'est pas toujours simple de diffuser cette information. Juste un mot d'ordre du jour. On aura une rapide introduction sur le Ségur du numérique en santé et mon espace santé. On dira un mot des obligations réglementaires qui arrivent à la fin de l'année en termes de partage numérique des documents de santé, hein. Ça, c'est lié à l'arrêté qui est paru au mois d'avril dernier. Le cœur de la discussion sera le point numéro 3, où on va essayer de vous montrer à quoi vont ressembler les fameux logiciels Ségur vague 1 pour les médecins de ville. On finira par quelques mots sur comment vous, médecins de ville, vous pouvez bénéficier de ces logiciels et cette mise à jour qui est financée par l'État. Et on gardera un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Du coup, n'hésitez pas tout au long de la présentation, pardon, à utiliser le chat là, pour poser vos questions. On s'attachera à y répondre. Mais sans plus attendre, je vais passer la parole à Jacques Lucas pour un petit mot d'introduction. Pardon. Alors merci Joël, vous êtes déjà nombreux dans cette manifestation, dans cette réunion. Il importe effectivement de pouvoir discuter sur des bases solides et sur des bases vraies, alors qu'un certain nombre de rumeurs, de coups de gueule d'ailleurs, comme on peut dire un peu familièrement, ont eu lieu lorsque l'arrêté est paru sans même avoir compris quelle était sa signification et qu'elle était en lien avec les logiciels labellisés Ségur, ce que l'on verra tout à l'heure. Le partage des informations nécessaires et pertinentes pour la prise d'un patient, en charge d'un patient, est absolument nécessaire, et que les voies numériques facilitent bien évidemment, fluidifient ces échanges de données. Et le patient a bien évidemment connaissance des informations qui sont échangées et qui sont partagées et qui vont passer à travers mon espace santé et en particulier par le DMP, qui peut être l'outil approprié, ainsi que les messageries sécurisées. Donc, il y a à la fois un couple qui n'est pas un couple infernal, qui est le couple du patient et le couple du professionnel de santé. Ça ne concerne pas que les médecins, même si le propos de ce soir s'adresse essentiellement à la médecine de ville. Et je vais donc maintenant laisser la parole à mon ami Gérard Raymond. Oui, bonsoir et merci. Je trouve qu'effectivement, c'est important que ce couple-là que Jacques vient de définir entre le médecin et au-delà du médecin, l'équipe de soignants et le patient, que ce couple-là est un trait d'union, est un lien aujourd'hui grâce effectivement au numérique en santé, aux données de santé et aux outils que nous avons mis en place. Nous avons passé plusieurs années de discussion pour arriver à mettre en place effectivement des outils qui nous permettent de pouvoir transformer notre système de santé, créer du lien, permettre aux professionnels de santé de pouvoir communiquer, partager des informations et aussi aux patients d'être acteurs de sa propre santé, particulièrement, je pense, aux patients atteints de pathologies chroniques qui sont inclus dans un parcours de soins avec les professionnels de santé, ce qui me paraît être aujourd'hui le plus facile. Nous sommes rentrés dans une phase décisive depuis quelques mois et effectivement, il y a des transformations à apporter, des modifications à mettre en place, mais je pense que très sincèrement, nous les patients, nous attendons avec beaucoup d'impatience cette transformation-là pour pouvoir euh, mieux être pris en charge, mieux pouvoir participer à nos soins, particulièrement sur les pathologies chroniques, mieux rentrer en relation avec les professionnels de santé. Nous ne négligeons pas les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui pour arriver à alimenter l'ensemble des données de santé, que ce soit dans mon espace santé et au travers le DMP. Il faut que l'on arrive, nous responsables,
associatifs ou professionnels de santé au travers de vos structures, qu'elles soient syndicales ou ordonnances, il faut qu'on arrive effectivement à trouver les moyens pour franchir ces derniers obstacles, pour véritablement créer ce lien qui nous permettra, au-delà d'ailleurs de créer du lien entre les soignants et les soignés, peut-être aussi de résoudre quelques soucis que nous avons aujourd'hui dans le cadre de la prise en charge, la permanence des soins et bien d'autres sujets. Je trouve que le numérique peut être un outil pertinent pour transformer notre système de santé pour le mieux. Et donc, voilà pourquoi je trouve il est important que et les associations de patients responsables et les professionnels de santé, nous ayons une démarche commune pour franchir ces derniers obstacles qui sont devant nous. Eh bien, merci Jacques, merci Gérard. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite sur la première séquence, donc sur le Ségur numérique en santé, mon espace santé. Si on va tout de suite à la page d'après, on ira assez vite sur ces premières parties pour garder le maximum de temps sur les cas d'usage qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc du coup, sur la page d'après, voilà, donc l'objectif global, l'objectif majeur de la feuille de route du numérique en santé, c'est bien de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé, à la fois entre professionnels de santé, mais aussi avec le patient, pas pour le plaisir d'échanger de la donnée, mais bien, in fine, pour mieux prévenir et mieux soigner. Donc, comment est-ce qu'on entend arriver à ça? Par plusieurs choses que vous voyez à l'écran. Le premier point, c'est évidemment le lancement de mon espace santé, donc le carnet de santé numérique et sécurisé pour l'ensemble des Français, qu'on a souhaité le plus ergonomique et le plus simple d'usage possible. Donc ça, je laisserai Thomas Jean de l'assurance maladie en dire un mot tout à l'heure. Mais on sait bien que c'est pas cette coquille, mon espace santé ne suffit pas, il faut encore qu'elle soit remplie. Donc ça, c'est la deuxième ligne. Donc c'est une autre ambition, c'est de mettre à jour l'ensemble des logiciels des professionnels des établissements de santé pour les rendre compatibles avec mon espace santé et qu'ils soient le plus capables possible de faire cet échange simple et sécurisé de données. C'est aussi des leviers incitatifs pour les professionnels et les établissements pour justement venir financer cette transformation dans les cabinets de ville, à l'hôpital, dans les laboratoires de biologie médicale. Pour les médecins libéraux, c'est bien sûr les financements de l'avenant 9 qui a été signé l'été dernier. Il y a aussi d'autres dispositifs, je pense au champ de l'hôpital notamment. Et puis enfin, et je dis enfin et pas avant, c'est également des textes réglementaires, donc des obligations qui vont rentrer progressivement en vigueur au fur et à mesure que finalement à la fois les industriels font évoluer leurs outils et les professionnels font évoluer leurs pratiques. Et ça, on en dira un mot dans un instant. Du coup, je laisse la parole à Thomas pour nous dire quelques mots de cette première brique-là, qui est la brique la plus importante, qui est mon espace santé. Bonsoir à tous, Thomas Jean de l'assurance maladie. Du coup, dans la slide suivante, je vous représente rapidement, vous le savez certainement, tout ce qu'est mon espace santé, dont peut-être le principe qui est le plus important et qui n'est pas écrit là, c'est ce qu'on appelle la création automatique. C'est-à-dire que tous les usagers en France, tous les citoyens ont reçu une notification, soit par mail et par courrier, et ils peuvent soit s'opposer, soit le créer de manière volontaire, ou sinon, s'ils ne font rien au bout de 6 semaines, on va procéder à la création automatique. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire depuis les premières notifications qui ont lieu à la toute fin du mois de janvier. Et donc aujourd'hui, en fait, on finit les créations automatiques et on est à peu près à la moitié. Donc, il y a environ 30 millions de non-espaces santé qui existent. De manière très concrète, on fait les créations automatiques par département. Et donc, nous sommes au département du Maine-et-Loire, le 49, et nous allons commencer la Manche à partir de demain. Et donc, c'est quoi mon espace santé? Effectivement, c'est 4 briques qu'on présente à chaque fois. Le dossier médical, qui est finalement ce que vous voyez, vous, dans le DMP du patient, dans lequel on a la possibilité d'alimenter et de consulter l'ensemble des documents selon la matrice d'habilitation. Et donc là, on y voit le volet de synthèse médicale, les ordonnances, l'historique de remboursement. Et en fait, c'est cette brique qui s'appuie vraiment sur le DMP qui existait, qui était déjà, pour la plupart d'entre vous, dans vos logiciels et qu'on a essayé d'améliorer à travers le Ségur. Derrière, on a une brique qui s'appelle la messagerie de santé, qui était un peu innovante, où on s'appuie sur la messagerie de sécurité que vous avez aussi pour la plupart et qu'on essaie d'optimiser dans le cadre du Ségur, qui va vous permettre d'échanger à votre initiative de manière directe avec vos patients. Et donc, on a aussi le profil médical
qui est cette fois quelque chose qui est à la main du patient, qui est renseigné et qu'on pourrait qualifier finalement d'équivalent de miroir de ce qu'est le VSM, qui est vraiment des données médicales. Et le profil médical, ça va être des données alimentées directement par le patient qui décrit lui-même en jour ses pathologies, sa vaccination, ses traitements en cours. Et enfin, 2 briques qui vont arriver au cours de l'année, qui sont l'agenda santé, qui permettra effectivement de noter des rendez-vous, mais aussi d'avoir des messages de rappel pour des actions de prévention, par exemple, et le catalogue de services, grosse brique innovante qui est en train d'être mise en place, qui permettra de référencer des applications, et ça sera une commission de référencement qui sera en charge au niveau de l'État avec des personnes qualifiées pour référencer les applications et qui permettra à terme d'échanger entre une application et directement mon espace santé. Et donc après, vous aurez accès à ces données qui seront au cœur de mon espace santé. Donc dans la slide suivante, ce qu'on voit, c'est le lancement aussi. On s'est vraiment appuyé sur les citoyens, on l'a créé avec les associations de patients et on a mis l'ergonomie et l'usage au cœur de ce que peut faire l'usager. Donc, au-delà de la partie lancement qui a été fait, nous avons aussi lancé là, depuis le début du mois de mai l'application et qui permet aux citoyens d'activer leur espace santé si vous voulez le faire sans attendre la création automatique et surtout de pouvoir échanger, consulter leurs documents de manière très simplifiée. Donc là, on a fait le lancement de cette application qui était une brique importante en tout cas pour les usages d'aujourd'hui, pour un usager dans son parcours de soins. Slide suivante. Qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de mon espace santé? Donc, c'est tous ceux qui ne se sont pas opposés vont donc avoir à la création de mon espace santé. Et donc, vous pourrez échanger directement sans vous poser la question qui se passait avant avec le DMP, c'est est-ce que mon patient a un DMP? Donc là, le seul risque, c'est est-ce qu'il s'est opposé et il ne l'a pas créé? Et ça, le but, c'est que vous le voyez très simplement. Et les taux d'opposition sont tellement faibles que dans 95% des cas, en fait, une personne aura son espace santé de créer. Et après, ce qu'on essaye de faire, c'est que tout ça rentre dans vos usages habituels pour utiliser vos logiciels et qu'on optimise finalement ces briques du DMP et de la messagerie sécurisée pour pouvoir consulter et aussi alimenter cet espace santé pour en faire une vraie réussite. Et une fois que mon espace santé est créé, vous avez accès finalement directement à l'ensemble des documents qui sont déposés, soit par le patient, soit par différents professionnels de santé ou des structures. Vous pouvez voir tous les documents, alors selon toujours cette matrice d'habilitation que je vous ai exposée. Et enfin, ce qu'on essaye aussi, c'est de donner une vie un peu à mon espace santé. L'assurance maladie, historiquement, alimenté la partie historique de remboursement qui a été retravaillée dans le cadre de mon espace santé. Mais aussi, on s'est branché finalement, on va dire, les résultats de la crise sanitaire, c'était reposons-nous sur les systèmes nationaux que nous avons créés. Et donc aujourd'hui, dès que vous avez un test positif qui est fait sur le Covid, il est alimenté directement dans mon espace santé. Et on fait de même, on va reprendre l'ensemble des vaccins qui ont été faits dans Vaccin Covid pour le mettre dans le carnet de vaccination de mon espace santé auquel vous avez accès à travers le DMP de vos patients. Benjamin, je te laisse la parole pour… Merci Thomas. Donc, deux mots sur le Ségur maintenant. Hein. Vous l'avez compris, hein, mon espace santé et le Ségur du numérique, c'est bien les deux faces d'une même pièce. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le Ségur? Donc, évidemment, hein, c'est un investissement historique de 2 milliards d'euros, à la fois pour le sanitaire, mais aussi pour le médico-social. C'est aussi une marche à franchir qui est devant nous. Hein, pour donner un ordre d'idée, au démarrage du Ségur, on avait environ 10 millions de documents de santé qui étaient échangés par an dans le DMP. L'objectif, c'est d'arriver le plus possible à une majorité de ces documents autour du parcours de soins qui soient échangés de façon numérique et sécurisée, donc qui nous amènerait à au moins 250 millions de documents échangés par an, à la fois par le DMP et la messagerie. Donc, il y a un x25 à atteindre d'ici la fin du programme. Autre point qui me paraît assez crucial, hein, au-delà des chiffres de financement, c'est vraiment un programme qu'on a souhaité être un vrai programme de co-construction au sein de ce qu'on a appelé les task force Ségur, hein, qui sont finalement des lieux de travail où on a mis autour de la table, outre les pouvoirs publics, les représentants des professionnels de santé et les représentants de leurs éditeurs, en se rendant compte que c'était des acteurs qui ne se parlaient pas forcément tout le temps, ou en tout cas pas assez, pour qu'on puisse confronter à la fois les maturités technologiques des uns, les attentes des autres, et qu'on essaye de définir finalement quel était l'optimum à viser, au moins dans un premier temps, pour les logiciels de santé.
sur la slide suivante, le Ségur, il va aussi nous servir à accélérer le déploiement de la feuille de route du numérique en santé et des services socles qui sont associés. Je crois que j'ai… Voilà, merci. Donc, qu'est-ce que c'est ces services socles? Finalement, c'est les éléments indispensables pour avoir des échanges avec le bon niveau de sécurité et avoir le bon niveau d'interopérabilité entre les systèmes. Ça veut dire qu'on soit capable de s'échanger ces informations-là. Alors, quels sont-ils ces services? C'est évidemment le DMP, c'est la messagerie sécurisée de santé, c'est la e-prescription, on y reviendra tout à l'heure, et puis c'est aussi les façons d'identifier et d'authentifier d'une part les patients avec l'identité nationale de santé, là aussi on y reviendra, mais aussi les professionnels de santé avec ProSanté Connect. Donc c'est grâce au Ségur qu'on va pouvoir aussi déployer ces référentiels et ces services dans l'ensemble des logiciels des professionnels de santé. Si maintenant je dis un mot, et j'en finirai par là pour cette introduction sur le Ségur, sur les différents leviers que l'on souhaite actionner, c'est une des particularités du programme, c'est de vouloir justement essayer d'agir sur l'ensemble des données du problème de façon coordonnée et concertée. Donc quels sont-ils ces différents leviers, sur la slide suivante, on sait que pour arriver à ce partage des données, on a au moins deux grands champs. On a un champ du logiciel. Il faut que les logiciels soient technologiquement à jour et soient capables de supporter ces échanges de données. Et puis, on a la transformation et les usages qui doivent aussi évoluer dans les établissements de santé, chez les professionnels de ville et dans les établissements et services médico-sociaux. Et sur ces deux volets, on a chaque fois deux façons d'agir. Une première qui est plutôt une manière d'inciter à ces usages-là. Donc, sur le volet logiciel, c'est toutes les mises à jour, le financement des mises à jour logicielles qu'on évoquera plus en détail tout à l'heure. Concernant le volet transformation et usage, c'est tous les programmes d'incitation financière qu'on a déjà évoqués en introduction, l'avenant 9 notamment pour les médecins. Et puis, deuxième volet, des mesures réglementaires, c'est-à-dire l'idée, une fois qu'on a incité et que les choses ont commencé à devenir réalité, là, et pas avant, elles deviennent des obligations réglementaires. Alors, pour les industriels, ça c'est toute la démarche d'opposabilité que porte le ministère désormais, avec un certain nombre de référentiels qui sont désormais aujourd'hui des obligations pour les éditeurs. Je pense par exemple à l'identité nationale de santé, et puis côté professionnel de santé avec les obligations de partage d'un certain nombre de documents d'alimentation du DMP, de partage par messagerie sécurisée. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc voilà un petit peu on va dire le panorama du Ségur, à la fois agir sur les logiciels, agir sur les usages, commencer par inciter avant de faire entrer ces éléments dans le cadre réglementaire. Du coup, peut-être, Thomas, en deux mots, si tu peux nous partager, évidemment, on est loin d'avoir fini tout ça, mais on a déjà des premiers éléments de résultats, ou en tout cas de premières tendances, à la fois sur mon espace santé et sur le Ségur. Exactement. Pour vous montrer que tout ça n'est pas un vœu pieux, c'est vraiment que le mouvement est lancé. En fait, vous voyez le graphe là qui est très parlant à droite, qui montre le nombre de DMP qui ont été alimentés et le nombre de documents alimentés. Vous voyez que depuis le début de l'année, on a un effet exponentiel très important. Si on prend quelques chiffres, par exemple à l'hôpital, on est passé de 600 000 documents qui étaient alimentés en avril à 3 millions en avril 2022, donc en moins d'un an. Professionnels de santé libéraux, idem, c'est-à-dire qu'on était, alors on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on était à 140 000 documents en avril 2021. Si on se positionne en avril 2002, on avait x2. Donc, vous voyez que tout ça progresse, et le but vraiment, c'est avec la partie Ségur qu'on puisse continuer ces alimentations de plus en plus automatisées, de plus en plus simples pour les professionnels de santé, pour qu'ils soient à disposition du patient et de l'ensemble des professionnels de santé pour l'ensemble du parcours de soins. Donc aujourd'hui, maintenant, on est à plus de 2 millions de documents envoyés chaque mois. On a des profils médicaux qui sont très, très bien remplis par les patients qui ouvrent leur espace santé. Et ils ont pris aussi cette action. Je m'empare de mon espace santé en alimentant. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de documents qui ont été ajoutés. Et la partie mécanisme de création automatique qui a démarré, je dis qu'on est à peu près à mi-parcours, et d'ici mi-juillet, on aura plus de 60 millions, même 65 millions des mondes espace santé qui seront créés pour l'ensemble de la population. Donc vraiment, là, le mouvement est engagé, et on voit bien que sur des
sur des endroits, notamment par exemple, on prend souvent l'exemple du compte-rendu de biologie, où là c'est vraiment un automatisme, c'est le compte-rendu, il existe, ce n'est pas un document à produire. Et ben, demain, s'il est alimenté automatiquement dans mon espace santé, ce seront des informations qui seront facilement à disposition. Et après, on pourra même encore mieux les traiter quand elles seront structurées et bien intégrées dans vos logiciels. Alors, du coup, une fois qu'on a donc un peu posé le décor là, du Ségur et de mon espace santé, donc un mot sur les obligations réglementaires. Donc, l'objectif, hein, on traite là dans cette partie de ce que disent les textes, et puis on verra tout de suite après comment les logiciels référencés Ségur vous permettront d'être le plus simplement possible hein, à jour de ces obligations-là. Du coup, si je le dis en quelques mots, on a fait un petit schéma alors, qui simplifie probablement la réalité comme tous les schémas, mais il faut bien, c'est un petit peu l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure. Si je prends la situation pré-Ségur, il y avait déjà dans le Code de la santé publique des obligations d'envoi vers le dossier médical du patient et par messagerie sécurisée santé, qui était déjà prévu dans le Code de la santé publique. Par contre, on avait une intégration très partielle, très limitée des différents référentiels et services SOC dans les logiciels. Et donc, en pratique, il était très compliqué pour le professionnel de santé d'être à jour de ces obligations-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait On a un premier temps qui est plutôt un temps de mise en conformité, donc à la fois avec des financements pour faire évoluer les logiciels pour faciliter leur mise en conformité technique, et puis des financements, notamment de l'avenant 9 pour les médecins libéraux, pour venir financer la transformation des usages. Donc ça, c'est plutôt la partie mise en conformité. Alors, je ne sais pas vous, moi, j'ai toujours la partie... j'ai pas la slide, voilà, merci beaucoup. Donc, ce que je venais d'évoquer, voilà, donc le aujourd'hui qui est un peu le pré-Ségur, un premier temps plutôt d'incitation, on vient aider à la fois à mettre à jour les logiciels et à mettre à niveau les pratiques et les usages. Et dans un deuxième temps, on a cette logique d'obligation réglementaire qui vient faire rentrer dans les obligations réglementaires l'alimentation du DMP et le partage par messagerie sécurisée de santé. Donc ça, c'est cet arrêté que je vais vous présenter dans un instant, hein, qui a été pris en application de l'article que vous voyez du Code de la santé publique, avec évidemment, hein, je le dis tout de suite, une cohérence entre les différentes flèches. C'est bien le périmètre de documents dont on finance la numérisation grâce au logiciel dans le dispositif SONS du Ségur, qui sont exactement les documents qui seront les premiers à rentrer dans cette logique d'obligation dès la fin de l'année. Donc, c'est à la fois cohérent en termes de périmètre de documents concernés. Vous verrez que c'est assez précis sur les documents concernés. Et c'est aussi cohérent en termes d'entrée en vigueur, parce que pour le coup, on fait bien entrer en vigueur ces obligations une fois que le déploiement de ces logiciels Ségur aura pu avoir lieu. Je vais aller très très vite sur la page suivante qui rappelait les obligations qui étaient déjà en vigueur hein, avant l'arrêté du mois d'avril que vous avez dû remarquer. Donc je rappelle, hein, lors d'un séjour hospitalier, les professionnels de santé des établissements de santé doivent déjà reporter dans le DMP un résumé des éléments sur le séjour. Le médecin traitant, il doit verser au moins une fois par an une synthèse, on aura l'occasion d'en reparler, dans le dossier médical de patient. Les lettres de liaison, lorsqu'elles sont dématérialisées, doivent alimenter le DMP. Et enfin, les comptes rendus des examens de biologie médicale sont également, étaient déjà une obligation préexistante dans le Code de la santé publique. Donc, je vous propose qu'on aille tout de suite dans ce qui est, ça évidemment, nul n'étant censé ignorer la loi ni la réglementation, tout ça était déjà forcément connu. Je vous propose d'aller directement, du coup, page 18, Manon, sur les compléments apportés par l'arrêté qui est paru, donc c'est l'arrêté du 26 avril, hein, donc qui est relativement récent. On vient vous rappeler l'extrait de l'article, oui, alors c'est encore la page d'après, voilà. Un petit peu de latence. Donc, on est venu vous rappeler l'article du Code de la santé publique qui vient donc préciser en gros que sur ces obligations d'alimentation du DMP et de partage par messagerie sécurisée de santé, cette liste elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé. Et donc, cet article du Code, hein, qui est un article de loi, vient préciser à la fois que cette liste, elle concerne l'alimentation dans le DMP du patient, c'est ce que vous voyez à l'écran. Non, juste, hop, page d'avant, pardon. À la fois l'alimentation du DMP et puis l'envoi par messagerie sécurisée de santé au médecin traitant, au médecin prescripteur lorsqu'il existe, et à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente
ainsi qu'aux patients. Donc ça, c'est le texte de loi, évidemment, le texte de loi s'impose à nous. Et donc, maintenant, on a un petit problème voilà, on va rester sur cette slide, c'est parfait. Donc cet arrêté, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient du coup s'inscrire dans le cadre de cet article de loi et il vient préciser la nature des documents qui sont soumis à cette obligation. Donc c'est ce que là vous voyez à l'écran, ce que je viens de vous raconter, hein. L'envoi par messagerie sécurisée de santé au médecin traitant, au médecin prescripteur lorsqu'il existe, au médecin demandeur, aux patients, et à chaque fois on vient aussi préciser la date d'entrée en vigueur de l'obligation. Alors il y a une petite coquille qu'on a oublié de corriger parce que ce n'est plus un projet d'arrêté, hein, donc c'est bien un arrêté qui a été publié au journal officiel. Évidemment, la logique, c'est au fur et à mesure que les logiciels progressent, que les pratiques progressent, ce champ d'obligation de documents à partager de façon numérique, il a vocation à s'étendre. Si je dis un mot maintenant sur la page suivante du coup des documents qui sont concernés par ce premier arrêté, hein, vous voyez, on est sur une liste relativement restreinte. Si je parle des 3 premières lignes qui sont du coup les comptes rendus des examens de biologie médicale, les comptes rendus des examens radiodiagnostiques et les prescriptions de produits de santé, ce sont les 3 types de documents qui seront dans la première date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter de la fin de l'année. Le partage par voie numérique de ces documents et le versement au DMP sera une obligation réglementaire. Et évidemment, ce sont des documents, on va le voir tout à l'heure, que les logiciels Ségur savent générer et savent envoyer dans le DMP de façon automatique ou en tout cas sans action supplémentaire du professionnel de santé. On aura l'année suivante, au 31 décembre 2023, ce qui laisse là encore le temps au logiciel d'évoluer, un deuxième lot de documents, hein, avec le compte-rendu opératoire, les prescriptions d'examen de biologie médicale, les demandes d'examen de radiologie, et puis les autres certificats et déclarations et les lettres et courriers. Donc voilà en 2 mots la partie du cadre réglementaire. Alors, on sait que ça avait provoqué quelques questions. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on avait souhaité faire cette séance d'information. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est le texte réglementaire, mais ce qui nous semblait le plus important, c'était de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour le médecin avec son logiciel métier et notamment avec son logiciel référencé Ségur. Alors du coup, en 2 mots, hein, les logiciels de gestion de cabinet référencés Ségur. Alors le référencement Ségur, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans les task force que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc où on a réuni à la fois des représentants des médecins de ville et leurs éditeurs, on a construit collectivement un certain nombre d'exigences fonctionnelles, techniques, ergonomiques pour un logiciel de gestion de cabinet, hein. Je crois que pour cette vague 1, je crois qu'il y a plus de 150 exigences qui ont été décrites. Et le référencement Ségur, c'est finalement ce qui vient sanctionner le fait qu'un logiciel respecte effectivement chacune de ses exigences. Pardon. Donc c'est un peu un banc d'essai qui permet ensuite de vous dire, ben voilà, l'Agence du numérique en santé vous certifie et vous garantit que ce logiciel ou cette version du logiciel plus précisément, elle saura faire exactement tout ça. Donc qu'est-ce que c'est le tout ça, hein? On l'a mis de façon évidemment très synthétique, hein, évidemment tout ça est public, hein, si vous voulez lire les 150 exigences et scénarios de conformité, elles sont évidemment en ligne sur le site de l'Agence du numérique en santé. Mais si j'essaie de le résumer, le premier point, c'est être compatible avec l'ensemble des référentiels et services socles. Pourquoi? Parce que c'est le moyen indispensable pour ce partage fluide et sécurisé des données de santé. Donc ça veut dire être compatible INS, être compatible DMP, être compatible avec une messagerie sécurisée de santé, avec l'App CV, avec ProSanté Connect, avec l'e-prescription. Donc plus besoin d'avoir un logiciel, de vérifier qu'il a effectivement tel ou tel référencement de l'assurance maladie parfois, de l'Agence du numérique en santé. Là, vous avez, entre guillemets, un label qui vient de vous garantir que le logiciel est parfaitement à jour et vous permettra l'ensemble des usages attendus. Évidemment, ce logiciel, il doit savoir générer un certain nombre de documents. Je pense en particulier, mais pas que, au volet de synthèse médicale dont on dira un mot dans un instant. Il doit aussi, et c'est absolument critique, savoir envoyer ces documents par messagerie sécurisée de santé à un confrère ou vers le patient, vers la messagerie de mon espace santé, et il doit aussi savoir les déposer dans le DMP du patient. On va le voir aussi là avec un enjeu d'ergonomie et de facilité pour les médecins. Il doit savoir aussi intégrer un certain nombre de documents qui, là, pour le coup, sont reçus par le médecin de ville, hein, soit par des confrères, par messagerie sécurisée de santé, ou parce qu'il est venu consulter le DMP du patient une fois reçu son consentement là-dessus. Et je pense notamment au compte rendu de biologie et au format structuré, on le verra tout à l'heure. Et puis, ces logiciels, ils doivent aussi respecter un premier lot d'exigences d'ergonomie qui ont été construits avec les médecins de la task force, hein,
pour essayer de répondre aux principaux freins à l'usage qui avaient été identifiés l'année dernière. Et puis enfin, un des points importants sur le Ségur, hein, c'est que les logiciels référencés Ségur, sur le périmètre de documents qu'on évoque, hein, on les verra tout à l'heure, ils doivent, à la demande du professionnel, pouvoir lui restituer les données et donc les différents documents de santé qui ont été produits sous un format qui soit, donc selon la formule consacrée, lisible, exhaustif, exploitable et documenté. Donc un premier pas vers la portabilité des données sur ce premier périmètre de la vague 1 du Ségur. Voilà en introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde 5 exemples extrêmement concrets sur la page suivante de ces différents usages qu'on évoque. Donc, on va regarder d'abord comment ça se passe pour partager très simplement un document généré donc par moi médecin sur mon logiciel pour l'envoyer vers le DMP du patient ou pour le partager par messagerie sécurisée de santé. Hein. Ça, c'est vraiment le premier cas d'usage qui est lié à l'obligation réglementaire de fin d'année que j'évoquais tout à l'heure. On verra ensuite comment on peut, avec un logiciel Ségur, classer facilement les documents qu'on reçoit par MSS. On regardera ensuite comment ces logiciels Ségur permettent aussi de gérer l'identité nationale de santé, hein, dont je rappelle qu'elle est une obligation réglementaire également depuis l'année dernière. Et puis on regardera 2 derniers cas d'usage. Le premier, c'est comment ces logiciels peuvent générer simplement un volet de synthèse médicale. Hein. On sait que c'est un point sur lequel un financement spécifique est prévu par l'avenant 9. Et puis enfin, je laisserai Thomas présenter le dernier cas d'usage sur comment on génère une e-prescription. Là aussi, on sait que c'est un des points qui a généré pas mal de questions. Et donc, on souhaitait pouvoir le présenter aujourd'hui. Juste en introduction, avant de rentrer dans le premier cas d'usage, on a essayé d'être le plus clair possible. Alors, vous nous direz si on y est arrivé. On s'est permis de prendre des illustrations avec quelques captures d'écran de logiciels du marché, alors qu'ils sont des logiciels qui sont presque disponibles parce que ce sont les futurs logiciels Ségur qui sont en cours de référencement. Et on a essayé d'en prendre des illustrations de différents logiciels, pardon. Évidemment, ça ne préjuge pas de l'ergonomie type du logiciel que vous choisirez, mais on a plutôt un raisonnement par l'exemple. Voilà. Je vous propose du coup qu'on commence tout de suite par le premier, du coup, sur le partage des documents, qui était le point que j'évoquais tout à l'heure en termes d'obligations réglementaires. Alors, pourquoi c'est important? Moi, je pense que Jacques et Gérard l'ont rappelé en introduction, et puis on a évoqué le cadre réglementaire. Donc, c'est ce qui va permettre au patient de disposer dans son espace santé de tous ses documents de santé à chaque fois qu'il croise un professionnel ou qu'il a un séjour dans un établissement de santé. Et puis ça va permettre aussi ça va vous permettre de partager simplement et de façon sécurisée avec les autres professionnels de santé les informations importantes pour sa prise en charge. Le cadre réglementaire, je ne reviens pas sur le premier tiret, hein, c'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'arrêté du 26 avril. Juste un mot là-dessus sur l'information du patient, dont on sait que c'est un point très important. Hein. Il vous revient à vous, professionnels de santé, d'informer le patient sur l'alimentation de son DMP. Ce n'est qu'une information sur ce point-là. Elle est nécessaire une seule fois durant le séjour. Le patient, il peut s'opposer à cette alimentation dans un cas de motif légitime. La légitimité du motif étant votre appréciation. Vous verrez tout à l'heure dans le logiciel que vous avez du coup la possibilité de retenir cet envoi lorsque vous êtes face à un patient qui évoque un motif que vous estimez légitime. Ceci étant dit, évidemment, le cas général devra être l'alimentation du DMP du patient. Un mot sur l'avenant 9, hein, pour rappeler que dès cette année, dans le forfait structure, Thomas, tu m'arrêtes quand je dis une bêtise sur les dispositifs de l'assurance maladie, mais des premiers indicateurs d'usage ont été mis en place pour venir commencer à rétribuer un certain niveau d'usage à la fois de DMP et de messagerie sécurisée de santé, donc dès 2022, et qui seront reconduits en 2023. Donc ça, c'était pour poser le décor. Du coup, sur la page suivante, avec un logiciel, donc Ségur Vague 1, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? De façon très simple, hein, alimenter automatiquement, sans effort de votre part, le DMP du patient dès que vous validez un document sur votre logiciel. Et je dis bien dès que vous validez le document sur votre logiciel, et pour un certain type de document, on va le dire tout à l'heure, on va le voir tout à l'heure. Il va vous permettre de réaliser dans le même mouvement les envois par messagerie sécurisée, à la fois vers le patient et vers les professionnels de santé concernés. On va aussi le montrer tout à l'heure.
Et puis, on sait bien que c'est absolument crucial, il va vous permettre de retenir très simplement là aussi les envois vers le patient en cas de besoin. Je pense au cas d'une consultation d'annonce ou le cas qu'on évoquait tout à l'heure où pour un motif légitime, le patient s'oppose à l'alimentation de son DMP. Donc ça, c'est fonctionnellement ce qu'un logiciel Ségur Vaguin doit savoir faire. C'est une obligation et ça sera, dès que vous verrez sur le marché un logiciel référencé Ségur, ça veut dire que l'Agence du numérique en santé et ses experts techniques se sont penchés sur le logiciel pour vérifier qu'effectivement le logiciel faisait effectivement cela. Si on illustre avec la page suivante, alors, on diffusera la présentation à l'issue. Les captures d'écran sont pas toujours très lisibles, mais on a des effets de taille, hein. J'espère que vous avez des grands écrans. Ce que vous voyez là-dessus, donc pareil, c'est un exemple d'un logiciel, hein, donc la forme peut être différente d'un logiciel à l'autre, hein. C'est ce que vous voyez, c'est la page que vous voyez lorsque vous avez produit un document. Donc, par exemple, alors je crois que l'exemple là, c'est une synthèse, un volet de synthèse médicale, mais ça serait la même chose sur une prescription de produits de santé. Vous avez les 3 cases à gauche, donc vous voyez qu'elles sont cochées par défaut, qui sont l'alimentation vers le DMP. Le deuxième est l'envoi par la messagerie de mon espace santé, donc vers le patient. Et la troisième coche correspond aux envois par messagerie sécurisée de santé vers les autres professionnels de santé. Donc là, vous voyez que de façon très simple, si je suis dans le cas général, le patient ne s'est pas opposé à ce que j'alimente mon DMP, je ne suis pas dans un cas où je souhaite, moi, médecin, retenir cet envoi, je valide mon document finalement comme avant, et c'est le logiciel, et en tout cas la mise à jour qui est venue financer l'État, qui va permettre de prendre en charge automatiquement cette diffusion de l'information comme il se doit, à la fois vers le DMP, la MSS. Vous remarquerez aussi qu'en faisant ça, en cochant ces 3 cases, ou en les laissant cocher en tout cas, ce qui encore une fois vous coûte peu, vous êtes par construction raccord avec les obligations de l'arrêté que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, vous pouvez très facilement retenir un envoi parce que vous allez décocher la case concernée. Finalement, j'estime que je suis dans un cas où je ne dois pas l'envoyer au DMP du patient ou pas tout de suite, donc je peux facilement décocher la case. Et puis dans la diffusion, mais ça on est plutôt dans l'ergonomie, hein, sur le dernier bloc, sur la diffusion par messagerie sécurisée de santé aux professionnels de santé, on ne voit pas très bien à l'écran, mais il est évidemment très simple de rajouter un correspondant professionnel de santé que je souhaite rendre destinataire du document, au-delà par exemple de son médecin traitant. Donc voilà, donc tout ça pour vous présenter sur ce premier exemple, hein, l'obligation réglementaire qui pouvait paraître quelque chose de complexe, qui en fait dans les logiciels Ségur est quelque chose qui est normalement est fait pour être le plus simple et le plus vite possible et qui normalement ne rajoute absolument rien par rapport à la validation d'un document que comme vous pouviez le faire avant sans alimentation dans le DMP. Évidemment, hein, ce que ça envoie, c'est le document, donc la prescription, le volet de synthèse médicale, quand vous souhaitez l'envoyer. Ça ne vient pas, comme j'ai pu le lire parfois, ça ne vient pas envoyer tel quel les différentes notes de consultation que vous avez pu prendre. C'est bien le document final, celui que vous validez et que vous avez normalement vocation à remettre au format papier à votre patient, qui sera envoyé vers son carnet de santé numérique qui est mon espace santé. Voilà sur le premier cas d'usage. Je propose du coup de passer au deuxième. Donc là, on a vu comment on envoyait très simplement, ou comment on partageait, on diffusait les documents qu'on produisait. Maintenant, si on regarde en 2 mots comment ces logiciels peuvent aider aussi lorsqu'on reçoit des documents, hein. Imaginons qu'on reçoive par messagerie sécurisée de santé un certain nombre de documents. L'avantage, c'est que donc, grâce à la MSS, on reçoit ces documents de façon sécurisée. Et grâce à l'identité nationale de santé, on va pouvoir les classer ou en tout cas les associer très simplement au dossier patient dans le logiciel local, dans le dossier local pardon, du logiciel de gestion de cabinet. Avec in fine un dossier patient qui sera fiable, c'est-à-dire dans ce dossier patient, il n'y a que les documents qui concernent effectivement ce patient et qui soit le plus complet possible, hein, que ce soit des documents que vous avez générés vous-même lors d'une consultation ou que ce soit des documents reçus de tiers, qui soient reçus de tiers par messagerie sécurisée de santé. Là aussi, si on dit en 2 mots ce qu'un logiciel Ségur Vaguin doit savoir faire, il va venir vous afficher alors une liste de travail. En fait, il va venir vous afficher très simplement tous les documents que vous avez reçus par messagerie sécurisée de santé. Ce qui va vous permettre de visualiser facilement le patient qui est concerné, le type de document. Est-ce que c'est un compte rendu de biologie? Est-ce que c'est une lettre de liaison, etc., avec évidemment la date du document et de la prise en charge afférente. Il va aussi vous permettre d'enregistrer très simplement ce document dans le bon dossier patient. En fait,
logiciel va le faire automatiquement, c'est-à-dire que grâce à l'INS, il saura, par exemple, que le document me concernant relève du dossier de Benjamin Luciani. Évidemment, il vous le laissera apparent dans la liste de travail pour pas qu'on ait un effet où finalement un document important sort de votre vue et aille tout de suite se cacher dans le dossier patient, pardon. Et donc, par contre, l'appariement il se fait évidemment automatiquement. Le logiciel, il va aussi pouvoir vous proposer, si jamais il reçoit un document avec une INS qui n'est pas connue dans les dossiers que vous avez en local, de pouvoir le rattacher à un autre dossier en comparant les traits d'identité. Hein. On en dira un mot tout à l'heure, là, dans le 3e cas d'usage, lorsqu'on parlera de l'identité nationale de santé. Pareil, si je présente un petit peu à quoi ça ressemble sur un exemple d'un logiciel, sur la page suivante, pareil, ça méritera, on vous diffuse des slides, ça méritera de faire un petit peu de zoom. Hein. Mais vous voyez, donc, ça ressemble grosso modo à un écran de messagerie avec un certain nombre de documents reçus. Et vous avez dessus un certain nombre d'informations relativement simples, hein, avec des pictogrammes qui vont permettre de dire à la fois quel est le type de document, éventuellement avec des indicateurs de priorité de lecture. Hein. Vous voyez les éléments. Je suis toujours sur si on peut passer sur la page suivante, qui est plus visuelle, donc c'est plus dur à raconter. Il y a bien l'illustration en partie. D'accord. Ok, bon, je l'ai pas. Hop, c'est bon, c'est arrivé. D'accord, c'est un test pour savoir si je connais bien les slides. Donc sur la partie de gauche, vous voyez, donc ça ressemble à un écran de messagerie. En tout cas, c'est la liste de tous les documents que vous aurez reçus par messagerie sécurisée de santé. Donc vous êtes directement dans votre logiciel. Vous allez avoir à gauche un certain nombre d'informations, donc de quel type de document il s'agit, éventuellement des informations de priorité de lecture. Hein. Vous voyez une petite icône en rouge, donc ça c'est plutôt à lire d'abord. Vous avez des indicateurs d'alerte, donc ça c'est notamment vrai pour les comptes rendus de biologie médicale, dont les données vont être structurées. De la même façon qu'on vient financer des mises à jour pour les logiciels de médecins, on vient aussi financer des mises à jour pour les logiciels de laboratoire, qui vont vous envoyer des comptes rendus de biologie médicale avec de la donnée structurée, qui va permettre de faciliter ces fonctionnalités d'alerte. Hein. Dès qu'on a des valeurs qui sortent de la normale, votre attention sera attirée là-dessus. Évidemment, vous avez les autres informations, à la fois de traçabilité des informations. Tiens, ça a été supprimé ou mis à jour par la personne qui l'a envoyé. Et puis, est-ce que c'est des éléments que vous avez évidemment lus, supprimés, ou est-ce qu'ils ont été directement rangés dans le bon dossier patient? Là, c'est ceux que vous voyez avec le petit tic vert sur la 3e colonne. Donc voilà, de façon pareil, encore très, très illustrative. Hein, c'est un logiciel donné, donc les autres logiciels auront d'autres façons ergonomiques de le rendre, mais en tout cas, ils devront faire fonctionnellement la même chose que ce que je viens de vous évoquer. Donc ça, c'est aussi, outre l'intérêt de l'INS, dont je dirai un mot dans un instant, c'est aussi évidemment un gain de temps, hein, et la faculté d'avoir des dossiers patients les plus complets possibles dans votre logiciel. Je vous propose du coup d'enchaîner directement avec le 3e point sur l'identité nationale de santé. Donc, pourquoi c'est important? Je le dis vite, mais évidemment, c'est absolument critique pour la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge, hein, parce que l'enjeu, c'est vraiment de fiabiliser l'identification du patient tout au long de son parcours de santé pour que l'ensemble des acteurs de sa prise en charge puissent alimenter son dossier de façon fiable avec les documents qui le concernent. Au-delà de l'aspect documentaire, c'est bien s'assurer aussi que à un patient donné sont apportés les soins qu'il nécessite, qu'on évite les erreurs diagnostiques, les erreurs thérapeutiques, etc. Le cadre réglementaire, je le rappelle, hein, depuis le 1er janvier 2021, toute donnée de santé, elle doit être référencée avec l'INS. Donc cette INS, hein, je le rappelle aussi, hein, c'est à la fois l'identifiant national de santé et puis 5 traits d'identité de l'usager que vous voyez à droite, hein, donc le nom de naissance, les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. C'est la somme de tout ça qui va permettre l'identification sans erreur et sans équivoque du patient. Donc, juste un mot sur le cadre réglementaire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire une donnée de santé qui est référencée avec l'INS? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire avoir récupéré son identité via le téléservice de l'assurance maladie, je l'évoquerai tout à l'heure, et ça veut dire avoir vérifié au moins une fois l'identité de l'usager. Alors, la formule consacrée sur la base d'un dispositif d'identité à haut niveau de confiance, donc ça veut dire en pratique sur la base d'une pièce d'identité, hein, qui peut être donc un passeport, une carte nationale d'identité, un titre de séjour, etc.
Si on rentre ensuite dans ce que le logiciel Ségur doit savoir faire. Donc, ce logiciel Ségur, il doit savoir interroger automatiquement le téléservice INSI de l'assurance maladie. Ce téléservice, c'est le service que votre logiciel va pouvoir interroger pour venir récupérer automatiquement l'ensemble de ces traits d'identité tels qu'ils sont connus dans les bases officielles des pouvoirs publics. Donc, il va pouvoir l'interroger, récupérer automatiquement tout ça, et il va également vous permettre, lors de la création d'un dossier patient, de venir d'implémenter automatiquement les informations récupérées auprès de ce téléservice. Donc là, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est une INS qualifiée, c'est une INS dont on a récupéré les informations auprès du téléservice INSI et pour lesquelles on a validé l'exactitude des informations avec la consultation d'un titre d'identité. Évidemment, cette validation, elle n'a besoin d'être faite qu'une seule fois et non à chaque visite du patient. Là-dessus, je vous propose de regarder une illustration très simple. Si vous le voyez sur la page suivante, donc vous êtes là encore sur le logiciel. Promis, on va pas tarder à changer d'illustration sur le logiciel pour vous montrer qu'il y a différentes façons de voir. Dans ce logiciel, donc vous êtes sur la fiche de votre patient. Vous pouvez, le logiciel va savoir appeler automatiquement le téléservice INSI de l'assurance maladie. C'est ce que vous voyez sur la première page, la page 31. Une fois que le téléservice a répondu sur la page 32, il va venir retourner les traits d'identité ainsi que le matricule INS du patient. Et donc, il va automatiquement remplir les différents champs que vous voyez à l'écran. Encore une fois, on va éviter les erreurs de saisie et on va s'assurer qu'on soit consistant entre les autres façons qu'on a eues d'enregistrer l'identité de ce patient dans les autres établissements ou les autres cabinets de ville que le patient a fréquenté. Et là, l'identité, c'est ce qu'on appelait l'identité récupérée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on était vraiment à la création du dossier. Mon logiciel vient appeler le téléservice INSI. Donc ça, en fait, c'est le logiciel qui travaille. La plus intéressante me paraît être la page 32, en laissant quelques secondes pour qu'elle s'affiche. Moi, je la vois. Est-ce que vous la voyez? C'est parfait, merci. Voilà. Et donc voilà, le logiciel. Donc là, le logiciel a interrogé le téléservice de INSI de l'assurance maladie et donc a tout de suite, on va dire, rempli les champs que vous voyez à l'écran avec les informations qui viennent des bases officielles. Donc, ce qui vous permet, là, pour le coup, dans le cas d'usage présent, de venir créer un dossier patient tout de suite avec la bonne identité et d'avoir cette identité qu'on appelle à récupérer. Et enfin, sur la dernière page, vous voyez, alors là, on est sur un autre logiciel, donc là, on est en train de faire un cas d'usage qui n'existe pas, parce que tout ça se fait dans le même logiciel notamment. C'est pour vous montrer l'exemple du deuxième cas, mais du deuxième volet pour arriver à la qualification de l'identité, c'est la vérification de l'identité. Donc là, tout ce que vous aurez à faire dans votre logiciel, encore une fois, à le faire une seule fois pour chacun des patients de votre patientèle et pas à chaque visite, de venir vérifier les informations récupérées par le téléservice INSI avec des éléments d'un titre d'identité. Et ce que vous allez enregistrer dans le logiciel, c'est le type de titre d'identité qui vous a été présenté et qui vous a permis de valider les informations récupérées auprès du téléservice de l'assurance maladie. Voilà, désolé pour les effets de changement de slide, mais en tout cas, voilà, pour montrer que la qualification de l'identité du patient, notamment la création d'un dossier, permet très vite d'avoir les informations fiables concernant les différents traits d'identité. Et que les logiciels Ségur sont du coup conçus pour pouvoir le faire de façon la plus simple possible. Là, il y a très peu de clics pour arriver à la création de ce dossier-là. Avant-dernier cas d'usage, on essaiera d'avoir le plus de temps possible pour les questions. Le volet de synthèse médicale, dont on sait aussi qu'il génère aussi pas mal de questions dans la communauté médicale. Alors, pourquoi c'est important? Évidemment, j'y viens vite. L'enjeu, c'est bien de disposer d'un condensé, d'une synthèse de l'état de santé du patient, rédigé par le médecin traitant et qui soit facilement partageable à l'ensemble des professionnels de santé concernés. Évidemment, ça permet une meilleure prise en charge du patient, une meilleure coordination des soins. C'est évidemment critique en cas d'urgence. Et puis, ça permet de consulter en un coup d'œil les éléments clés de l'état de santé du patient et de gagner beaucoup de temps lorsqu'on est notamment avec un patient qui vient au cabinet pour la première fois, sans avoir à reposer les différentes questions. On a accès tout de suite à la synthèse. Je rappelle que réglementairement, les médecins traitants ont déjà l'obligation de verser dans le DMP au moins une fois par an cette synthèse.
Et puis, pour finir sur cette introduction sur le VSM, hein, les partenaires conventionnels ont souhaité dans le 29 mettre en place un financement, là pour le coup, ponctuel, donc un forfait élaboration initiale des volets de synthèse médicale, qui va venir rétribuer en fonction, le médecin en fonction du volume de VSM réalisé au 30 juin 2023. Donc on vient, entre guillemets, relever les compteurs au milieu de l'année prochaine, avec un financement si 50% de la patientèle en ALD, qui sont celles pour lesquelles l'intérêt du VSM est le plus évident, à la fois ils en disposent et il est dans son DMP. Vous voyez que cette part peut être majorée si la part de la patientèle en ALD disposant d'un VSM dans son DMP atteint 90%. Et ces différents montants sont eux-mêmes majorés si au moins un tiers de ces VSM se fait selon le format officiel, qui est le format qui a été défini par la Haute Autorité de Santé et intégré informatiquement, on va dire, au cadre d'interopérabilité des SI de santé que gère l'Agence du numérique en santé. Donc voilà en 2 mots sur le volet de synthèse médicale. On a rappelé page suivante, mais je pense qu'on ira très vite, c'est les différentes sections, hein, du volet de synthèse médicale dans sa version définie et validée par la Haute Autorité de Santé, à la fois concernant les traitements, les allergies, intolérances, les problèmes actifs, les antécédents, qu'ils soient médicaux, chirurgicaux, et puis les éléments d'habitus et de mode de vie. Maintenant, la question, c'est plutôt sur la page suivante. Qu'est-ce qu'un logiciel Ségur Vague 1 doit savoir faire? Donc, la première exigence, c'est de savoir générer de façon la plus simple possible un volet de synthèse médicale à partir des données qui sont contenues dans le dossier du patient. Donc, ça veut dire que parce que vous avez un certain nombre d'informations que vous avez remplies sur votre patient dans votre logiciel, le logiciel Ségur doit savoir générer une synthèse à partir de ces informations-là. Évidemment, ça doit vous permettre de modifier le VSM qui est ainsi généré. Et puis, de venir partager le plus simplement possible ce VSM par l'envoi dans le DMP du patient et par le partage par la messagerie sécurisée de santé. C'est encore plus évident dans le cas d'un VSM, mais sa valeur vient aussi du fait qu'il est largement partagé. Si on regarde maintenant une petite échelle sur la page suivante, du coup, je vais la laisser, je la laisse apparaître à l'écran avant de, voilà, comme ça, je m'assure que tout le monde l'a. Donc là-dessus, donc premier point, là, on est dans un dossier patient, on veut générer un VSM. Bonne nouvelle, il y a un bouton pour ça qui va venir générer pour changer on illustre un peu la même chose. Vous voyez du coup et puis ça donnera une idée d'une autre interface logicielle, hein, sur la page suivante. Hop, merci. Donc vous voyez donc à droite le document qui a été généré. Et puis à gauche, vous voyez de façon très simple, vous pouvez venir cocher, décocher les différentes catégories d'informations que votre logiciel avait dans le dossier patient. Et qui va tout de suite mettre à jour la synthèse à droite. Donc, vous allez choisir est-ce qu'il est pertinent de mettre dans la synthèse médicale telle ou telle nature d'information. Vous allez cocher ou décocher cette case. Évidemment, le document à droite va se mettre à jour automatiquement là-dessus. Évidemment, tout ça étant lié à la qualité, la quantité d'informations que vous avez évidemment déjà stockées sur votre dossier patient concernant un patient donné. Et puis, dernier exemple sur la page suivante, de la même façon, alors on a montré pareil, une autre interface aussi pour montrer que à la fois donc la partie dépôt sur le DMP, alors là se fait visiblement avec un clic droit et non pas sur le même type d'écran. Pareil, une autre interface aussi, qui est bien la même, hein, c'est des fonctionnalités de partage immédiate ou en tout cas quasi immédiate à la fois vers le DMP et par messagerie sécurisée de santé. Voilà sur les 4 premiers cas d'usage. Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de laisser Thomas vous dire un mot sur le cas d'usage de la e-prescription. Ouais, merci Benjamin. Je crois que tu avais quelques problèmes de son à la fin, là, mais je pense que tout le monde t'a quand même bien compris. Peut-être last but not least, comme on dit, sur ce cas d'usage, avant de passer à une session de questions-réponses, je vais essayer d'être rapide. La e-prescription, en fait, c'est un sujet qui a été travaillé avec les représentants des syndicats depuis plusieurs années avec l'assurance maladie, avec une grosse mise au point de ce que c'est. Il y a eu tout un sujet juridique de comment ça doit être mis en œuvre et quand. Donc, on a une ordonnance de 2020 qui prévoit cette généralisation de la e-prescription au plus tard le 31 décembre 2024.
Et c'est aussi un indicateur qu'on a rajouté dans le forfait structure qui se déclenchera à partir de 2023 pour vous inciter à faire un premier palier de l'e-prescription. Donc, si on regarde la slide suivante, finalement, une e-prescription, c'est quoi? Si je fais très simple, c'est votre prescription de médicaments, produits de santé, comme vous l'avez fait aujourd'hui, sur laquelle on va ajouter un QR code en 2D pour finalement permettre de passer de la prescription à la délivrance de manière automatisée avec tout le process qui a été travaillé entre finalement le prescripteur jusqu'à la délivrance en pharmacie. Donc, si on regarde le slide suivant, qu'est-ce qu'on a demandé finalement en termes de e-prescription aux éditeurs sur la vague 1? Donc, c'était un cahier des charges qui avait été travaillé, qui existait déjà. Finalement, on demande de l'intégrer et on demande une alimentation, ce qu'on appelle en Y. L'alimentation en Y, c'est d'une part, j'alimente finalement le DMP. Comme ça, chaque patient aura sa prescription au sein de son espace santé. Et deux, j'alimente la base e-prescription qui permet justement de gérer cette partie processus et qui va permettre finalement, quand je passe à la pharmacie, d'indiquer les médicaments qui sont délivrés ou pas sur cette prescription. Donc, on a remis des captures d'écran aussi sur le slide suivant. Le but, c'est vraiment qu'une e-prescription, que ça soit une prescription pour vous. Le but, c'est que ça ne change pas vos process de prescription. Peut-être où on pousse un peu plus loin, c'est pour aller vers de la codification des produits de santé qui est largement entamée, qu'on essaye le plus possible de rendre ergonomique et de simplifier pour vous. Donc là, on voit comment finalement, à partir de 2-3 lettres, on peut optimiser finalement la codification du médicament. On voit la slide suivante, finalement, comment on va générer le voie de synthèse médicale, c'est-à-dire à un moment où vous validez votre prescription, elle va être envoyée de manière simultanée dans les serveurs de e-prescription et dans le DMP du patient. Et donc, vous voyez là dans la slide suivante, finalement, là, le recueil du consentement qui permet de gérer ce recueil du consentement du patient et donc d'avoir la qualité de ce recueil qui permet effectivement d'alimenter les bases de prescriptions et de faire la délivrance après de manière automatisée en pharmacie. Ouais, vraiment, c'est un exemple. Et encore, je le redis, le volume, l'objectif, c'est vraiment pas de changer vos méthodes de prescription, mais plutôt que la prescription que vous faites aujourd'hui, en la structurant sur les produits de santé, demain, elle devienne de manière transparente pour vous la e-prescription. Et encore une fois, peut-être que nous, dans la vague 1, on n'aura pas vu l'ensemble des difficultés que vous pouvez avoir en termes d'ergonomie. Et c'est bien pour ça, et c'est l'intérêt aussi du Ségur, c'est qu'on va avoir une seconde vague. Et donc là, on va pouvoir travailler aussi sur qu'est-ce qu'on doit rajouter pour rendre encore plus simple, d'ailleurs que ce soit la e-prescription, que ce soit la DMP, que ce soit la MSS, pour que ces outils sont de plus en plus simples pour vous à utiliser et qui vous prennent de moins en moins de temps. J'espère que c'est mieux. Du coup, peut-être juste pour finir, quelques mots pratiques sur comment bénéficier d'un logiciel référencé Ségur. Pareil, on va recommencer par un peu de réglementation, on va essayer d'être le plus digeste possible. Hein. Donc, le dispositif donc SONS, qui veut dire système. C'est le SONS qui permet de financer les mises à jour des logiciels. Donc, il vient de financer la mise à jour de votre logiciel de gestion de cabinet vers une version qui est référencée Ségur. Alors, comme tout dispositif, il a ses limites. Donc, il y a des choses qui sont contenues dans cette prestation et d'autres qui ne le sont pas. Donc, cette prestation de mise à jour, elle couvre bien l'installation, la configuration de la mise à jour, les droits d'utilisation et la maintenance corrective. Ça veut dire que si le logiciel se met à plus marcher sur ces fonctionnalités-là, ça sera réparé, tant que votre contrat limite 6 ans. Donc, encore une fois, tout ça, ça contenu dans les fonctionnalités du Ségur uniquement. Évidemment, ça concerne aussi, ça couvre aussi la mise à disposition de la documentation et l'aide à la prise en main du logiciel. En général, ça, c'est les éditeurs qui vont mettre en place les dispositifs, souvent par des dispositifs de learning. Attention, l'État, donc un point important dans ce qui n'est pas financé, lorsqu'on est sur un logiciel qui n'a pas été mis à jour depuis longtemps, donc une version ce qu'on appelle vétuste, là pour le coup, on sera plutôt dans un changement complet de logiciel et plus dans une mise à jour, et ça va être hors du périmètre qui est financé par l'État. Dans certains cas particuliers, alors c'est normalement moins le cas dans un cabinet de ville, mais certains coûts d'infrastructure, un renouvellement par exemple, ou des simple, c'est le petit dessin que vous avez en bas. Si votre logiciel est à jour et votre éditeur est référencé Ségur,
le passage à la version Ségur, il est 100% financé par l'État. Lorsque vous êtes dans le cas d'un logiciel qui est ancien, mis à jour depuis longtemps et dont la version est vétuste, le financement par l'État va être partiel avec, pour le coup, un rattrapage qui peut être à votre charge. J'en dirai un mot toujours dans les règles du jeu, donc qui s'imposent encore une fois à tous, à tous les éditeurs qui souhaitent proposer des offres Ségur. Sur la page suivante, que je ne vois pas encore à l'écran, voilà, merci. Donc, quels sont les logiciels éligibles? Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, les logiciels référencés par l'Agence du numérique en santé, et les référencements sont publiés au fur et à mesure à l'adresse que vous voyez à l'écran. Concernant le prix et le paiement, là, le prix il est fixé avec une logique de reste à charge nulle pour l'établissement de santé ou le professionnel de santé. Ce que je raconte est évidemment vrai pour les SONS médecins, mais aussi pour les SONS de l'hôpital, de la biologie. Et puis, important aussi, le paiement est fait par l'État directement à l'éditeur. Il n'y a pas d'avance. Évidemment, le professionnel est libre de demander d'autres prestations complémentaires. Là, dans ce cas-là, c'est Ça coupe, Benjamin. On n'entend plus. autre micro que celui-là. Ça va me prendre 3 minutes pour me trouver une autre façon de connecter. Si peut-être Thomas, tu peux prendre le relais Ouais, et je me sinon, juste reconnecte. déconnecte, reconnecte, je pense, ça doit être mieux. On n'entend pas bien, mais on lit très bien les dias. Oui, donc là, il montrait ce qui était inclus dans la prestation Ségur. Oui. Et effectivement, sur le côté effectivement qui était, c'était un montant qui avait été fixé par l'État sur la base du cahier des charges qu'on a travaillé finalement dans les différentes task force et donc avec les médecins et leurs éditeurs. Et la nouveauté, et justement par rapport à ce que vous dites, c'est que ça permet d'avoir un financement directement à l'éditeur. L'État intervient pour une fois directement vers l'éditeur pour éviter ce qu'on avait un effet malheureusement passe-plat parfois du forfait structure, où on mettait une condition pour vous qui était, par exemple, avoir un logiciel DMP compatible. Et finalement, ce n'était pas vraiment, entre guillemets, entre vos mains, puisque c'était l'éditeur qui devait lui passer. Donc là, tous les éditeurs ont été informés. On les a vus de manière très régulière pour travailler avec eux ce cahier des charges et définir même le montant de la prestation. Et ce montant de la prestation, il ne va pas jusqu'à développer la version, il va jusqu'à l'installer chez vous et, entre guillemets, même prouver que ça fonctionne avec, on leur demande de prouver qu'il y a des premiers documents qui sont bien alimentés dans le DMP et des premiers échanges qui sont bien réalisés, notamment sur la prescription. On peut aller à la slide suivante, je pense, Manon. Alors, pourquoi le devis de mon éditeur n'est pas à zéro? C'est souvent une question qu'on a eue. Effectivement, il y a des sujets qui sont portés par les éditeurs, entre guillemets, qui font suite à ce qu'on leur a demandé. C'est que nous, ce qu'on finance d'un point de vue État, c'est tous les développements qui sont faits sur les services socles. Et effectivement, parfois, sur des logiciels qui sont plus maintenus ou qui présentent des risques en termes de sécurité, le passage à la version Ségur, en fait, il peut nécessiter de passer sur une version qui n'est plus obsolète et bien maintenue. Et c'est là, dans ces cas-là, que parfois le devis n'est pas forcément à zéro. Ça, c'est la partie logicielle. On a aussi la partie matérielle, où effectivement, alors c'est souvent encore plus prégnant dans le cas des radiologues, par exemple, où il y a besoin de hardware très, très, très précis sur le fonctionnement. Et donc là, il peut y avoir aussi des nécessités des éditeurs de passer sur des infrastructures plus dédiées et plus maintenues qui nécessitent un certain financement. Et après, il y a aussi l'éditeur qui peut, au-delà de la prestation Ségur, financer une montée de version sur d'autres parties logicielles qui sont effectivement en dehors de la prestation Ségur et qui sont finalement des montées de version un peu plus logiques, normales de ce que vous connaissez aujourd'hui. Je me suis reconnecté, j'espère que vous m'entendez mieux. Ouais, on t'entend très bien, Benjamin. Je te laisse prendre la suite si tu veux pour finir. Non, mais si. Je finissais ce slide Tu as expliqué j'ai entendu la fin. Ouais. Donc, la slide suivante.
Peut-être en 2-3 conseils justement sur le côté client de la prestation Ségur, hein. Le premier point, c'est bien sûr d'étayer le devis que vous proposez votre éditeur. Donc, page Ségur, hein, on remettra les infos à la fin de la présentation. Vérifiez que votre logiciel est effectivement référencé Ségur ou en cours de référencement. Si jamais vous voyez que certaines prestations ne sont pas prises en charge par l'État, je pense que le premier réflexe, c'est de demander à votre éditeur qu'il vous explique ce qui est financé par l'État, ce qui ne l'est pas et pourquoi. Encore une fois, il y a en général des bonnes raisons, mais c'est à l'éditeur de vous l'expliquer. Lorsque c'est envisageable, vous pouvez aussi faire jouer la concurrence, hein. Il y a différentes solutions qui seront avec un petit point d'attention, c'est aussi c'est pas toujours très simple, hein. Dieu sait si on m'a remonté pas mal de devis que j'ai regardé, c'est pas toujours simple à décoder ni à comparer, hein. Il y en a qui facturent une fois pour toutes pour plusieurs années, d'autres qui sont sur des modèles de facturation par mois, donc il faut bien comparer ça. Puis vous avez un certain nombre d'équipes, hein, qui sont à votre disposition. Je pense évidemment au conseiller informatique service de l'assurance maladie. On a les grades et les ARS côté établissement de santé qui sont là aussi pour vous aider à comprendre ces devis et à vous faire le meilleur choix, hein, d'équipement de solutions Ségur. Dernier point, on sait que certains l'ont déjà fait, mais on le rappelle, hein, vous avez la possibilité de venir nous signaler un devis qui vous paraît étrange. Alors, on n'est malheureusement pas dimensionné pour pouvoir répondre individuellement si les dizaines de milliers de médecins libéraux nous envoient leur devis. Par contre, ça nous est extrêmement utile pour pouvoir agir de façon plus structurelle, hein. Je donne un exemple, hein, on a déjà eu l'occasion de faire des bilatérales avec certains éditeurs parce que justement, un certain nombre de devis étaient signalés. Donc, ça nous a permis de mettre notre nez dedans, de comprendre si effectivement on est dans un cas qui respectait l'argumentation ou pas. Et lorsque ce n'était pas le cas, on a fait en sorte avec l'éditeur de modifier ses pratiques. Voilà. Donc, c'est pas la réponse forcément à toutes vos questions individuelles. Par contre, c'est extrêmement structurant pour nous et très utile pour nous d'ensemble et des réponses structurelles. Voilà, je crois qu'il ne nous reste plus que le dernier message hyper pratique. C'est comment on fait. Tout ça, évidemment, est limité dans le temps. Donc, à ce stade, la date limite, c'est le 15 juillet pour venir passer commande auprès de l'éditeur de votre choix. Alors, je rappelle, hein, les éditeurs sont autorisés à passer des commandes sous condition de référencement. C'est-à-dire, aujourd'hui, hein, j'ai vu passer la question dans le support. Il y a une vingtaine de solutions qui sont en cours de référencement par l'Agence numérique en santé, donc une vingtaine de solutions de cabinet médical. Il y a la première qui a été référencée, donc celle qui a passé toutes les fourches codines, qui est la solution Medhistoric 4 d'un éditeur. Donc les 19 autres ont vocation à être référencés dans les semaines et les mois qui arrivent. Ces éditeurs-là, donc le référencé et les en cours de référencement, ont le droit de vous faire signer des commandes. Évidemment, s'il n'est pas encore référencé, la commande ne deviendra ferme qu'une fois que le référencement sera obtenu. En direct, hein, sur la page de l'ANS qui viendra informer des référencements au fur et à mesure. Donc ne tardez pas, hein, pour venir vous rapprocher de l'éditeur de votre choix pour savoir s'il est référencé Ségur, s'il est en cours des référencements Ségur, et pour pouvoir signer les bons de commande qui, encore une fois, doivent être signés avant le 15 juillet. Pour être tout à fait transparent, hein, l'écosystème, que ce soit côté professionnel de santé et côté éditeur, nous demande un petit peu de temps pour avoir un petit peu plus de temps par rapport au 15 juillet. Tout ça est à l'arbitrage, donc mon conseil, c'est de le faire au plus vite. Il n'est pas impossible qu'il y ait un tout petit peu de délai de grâce là-dessus, mais il sera de toute façon mesuré. Voilà sur la partie, je crois qu'on en a fini. Oui, juste sur la page suivante, vous avez du coup, mais ça sera surtout utile quand on vous diffusera la présentation, les informations, tout ce qu'on vous a raconté au-delà de la présentation. Une page qui est dédiée aux médecins de ville sur le site de l'Agence du numérique en santé. Vous voyez la petite fiche pratique à gauche, hein, qui vient présenter à la fois les dispositions de l'avenant 9 et puis les dispositions de mise à jour logicielle. Une fois aux questions, une équipe dédiée, hein, pour répondre à l'ensemble de vos questions sur le support de l'Agence du numérique en santé. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller informatique service. Je sais pour les médecins généralistes, en tout cas, ils ont été très, très nombreux à recevoir la visite d'un CIS ces dernières semaines, derniers mois sur ces sujets-là. N'hésitez pas à le contacter, hein, pour toute question. Je crois qu'on en a fini. Eh bien, merci à tous. Merci. Merci pour votre temps et très, très bonne soirée. Bonne soirée.